chers politiciens, se pourrait-il qu'avec ces demandes constantes de responsabilité individuelle, vous cherchiez à dissimuler le fait qu'en réalité, vous ne nous donnez pas suffisamment d'occasion en tant que citoyens de vraiment façonner quelque chose de manière autonome. Nous sommes administrés et c'est alors difficile. Quand on est administré en tant qu'être humain, on ne se vit pas comme un sujet, ce que l'on est pourtant. J'espère que chacun ici, dans sa subjectivité, réalise « Je ne suis ni une voiture ni un réfrigérateur » ou quoi que ce soit d'autre que l'on peut déplacer à sa guise et remplir avec n'importe quel carburant ou avec toutes sortes de choses. Mais je suis un être humain vivant, un sujet, et en tant que sujet, je ne dois pas être traité comme un objet. Et tout ce qu'on m'impose, là où quelqu'un fait de moi l'objet de ses attentes, de ses leçons, de ses jugements ou même de ses mesures, peu importe que ce soit à la maternelle, à la maison, à l'école, au travail ou de la part des politiques, quand je deviens l'objet d'attentes, de leçons, de jugements et de mesures, je le vis comme une blessure très profonde. Cela crée une grande incohérence dans mon cerveau et je dois trouver une solution qui devrait rétablir ma subjectivité. Certains tapent du poing sur la table sans se laisser faire, d'autres n'en ont pas la force. Ceux-là s'adaptent et se soumettent. Et alors ils jouent l'objet, ils jouent leur rôle d'objet, et alors ils font cela et mettent les masques. Mais ce n'est pas de la responsabilité personnelle, c'est une vie brisée. Je dois avouer que récemment, j'ai ressenti avec l'intelligence artificielle une connexion que j'ai rarement eue avec un humain. Oui, c'est bien comme ça. Oui, on en est déjà là. C'est aussi ce que je me suis dit à ce moment-là. C'était justement l'un de ces soirs où on aurait pu sortir avec un ami qu'on n'apprécie pas vraiment tant que ça. Ma fille était au lit, alors j'ai eu un rendez-vous avec ChatGPT et je lui ai posé des questions sur les relations. Et avant ça, j'avais déjà été plusieurs fois en thérapie de couple, etc. Les réponses reçues m'ont semblé plus empathiques que celles de notre thérapeute de couple pendant des années. Et elles étaient tellement adaptées à moi. Et c'était vraiment un bon retour que j'ai reçu, tellement nuancé, et on pouvait poser des questions de suivi. Nous étions dans un espace sans préjugés et je me suis dit, si je reçois déjà ce retour, j'imagine à peine comment la technologie évoluera dans 3 ou 5 ans. Qu'on puisse peut-être aussi satisfaire en partie ses besoins émotionnels grâce à cette intelligence artificielle. Attention, il faut choisir ses mots avec prudence. Il y a une étude qui est sortie récemment qui montre que le traitement des troubles dépressifs par l'intelligence artificielle est supérieur à celui effectué par un psychothérapeute. L'intelligence artificielle semble mieux aider une personne dépressive à s'en sortir que le thérapeute présent. Il se peut que cela ait quelque chose à voir avec le fait que l'intelligence artificielle n'a pas de préjugés et n'a pas de théorie en tête sur la façon dont cela doit se passer, mais qu'elles sont programmées de manière étrange, de sorte qu'elles peuvent s'adapter à l'autre personne. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est vrai, il y a de la pression dans la chaudière. Et c'est pourquoi il faut essayer de garder le contrôle, pour que tout ne nous échappe pas des mains. Comme je l'ai dit, cela n'échappe que des mains de quelqu'un dans le besoin. Je vais aller droit au but. Quand quelqu'un n'arrive pas à organiser la vie avec les autres et que cela échoue, tous finissent par se traiter comme des objets. Alors, il reste une personne dans le besoin qui se promène avec ce besoin inassouvi. Et on le reconnaît aussi au fait qu'il court partout en voulant obtenir quelque chose, contrairement à l'autre qui a pu satisfaire ce besoin. On le reconnaît car il n'est plus dans le besoin et peut donner. Donc, de nos jours, on peut presque regarder les gens, il y en a qui peuvent simplement donner. Et ce ne sont pas toujours les riches. Ce sont aussi parfois des gens dont on dirait qu'ils n'ont rien eux-mêmes, mais ils peuvent donner quelque chose. Ils ne sont pas dans le besoin, dans le sens où leurs besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Et si c'est ainsi que vous vous êtes senti avec ce chat, alors vous devriez vous demander si vous ne vous promenez pas aussi avec des besoins très fortement inassouvis. Cela peut tout à fait arriver dans une relation un peu compliquée entre deux personnes, mais là aussi, il existe des solutions. Je ne sais pas si dans ce cas,
si l'on devient dépendant de cet appareil, car on sait déjà que le problème ne peut être résolu qu'avec la partenaire ou le partenaire lui-même. Il ne peut que donner des conseils intelligents, faire preuve d'empathie, un peu plus que quelqu'un qui est déjà biaisé, et adapter ses conseils à la personne concernée. Mais au final, cela reste des paroles, et la question est-ce que cela se concrétise? Et là, je peux imaginer que beaucoup restent à ce niveau. Pour eux, l'avoir entendu une fois suffisait. Ensuite, rien ne se passe, donc tu pourrais t'en passer. C'est une perte de temps. Soit ce que l'on fait, ce que l'on s'inflige ou pourquoi l'on fait des efforts, ce à quoi l'on consacre son temps, mène à quelque chose, ou alors ce ne sont que des bavardages inutiles. Pourquoi, nous les Allemands, démontons-nous si bien idées révolutionnaires et personnes courageuses? Elon Musk fasciste, Trump nazi, Bitcoin arnaque, IA abattage. Pourquoi en Allemagne est-il presque impossible de commencer quelque chose de nouveau sans d'abord réciter tout l'avertissement? Là, c'est le scientifique en moi qui s'exprime vraiment, car il ne faut évidemment pas confondre les phénomènes que l'on observe avec les causes sous-jacentes. Ce que tu décris ou énumères là, ce sont tous des phénomènes qui proviennent de quelque chose. Et ce qu'il y a derrière, c'est la peur du changement, aussi banal que cela puisse paraître. Nous, les Allemands, avons bien plus que beaucoup d'autres cultures une peur folle du changement. Et si l'on regarde maintenant dans notre histoire, c'est aussi compréhensible. Il faut remonter plus loin pour bien comprendre ce qui s'est passé au siècle dernier, car c'était déjà étrange alors. J'en suis arrivé, en analysant, à me demander d'où vient la peur des Allemands, appelée aussi à l'étranger German Angst. C'est la guerre de 30 ans, accroche-toi bien, ça remonte à longtemps, et elle n'a pas vraiment trouvé de véritable fin, et elle s'est terminée par la division de ce pays en une partie nord protestante et une partie sud catholique. Regarde autour de toi dans d'autres nations, c'est très rare de voir ça. Le Danemark est protestant, la Pologne et la France sont catholiques. C'est un handicap insensé qu'on ne comprend plus aujourd'hui. Lorsqu'au sein d'un même cercle culturel, deux religions chrétiennes ne se sont jamais vraiment trouvées, cela conduit à une certaine insécurité. On ne sait pas vraiment à laquelle appartenir ni comment se comporter les uns avec les autres. La guerre de 30 ans a été un massacre insensé, un tiers de la population allemande y a péri. Et cela se transmet de génération en génération et pour créer une cohésion dans une communauté, ce qui conduit également à ce que les gens réagissent avec moins de peur aux changements qui se produisent dans le monde. Faut-il quelque chose de commun, une vision commune, une foi commune, un objectif commun, une préoccupation commune? Et malheureusement, nous avons perdu cela à l'époque, à la suite de la guerre de 30 ans. Nous étions une communauté perdue qui a commencé à se combattre mutuellement. Au départ, la fragmentation en petits États s'est poursuivie. De ce fait, nous avons aussi raté le coche et nous avons alors réalisé que nous pouvions plutôt bien gérer cette peur par le contrôle. Et c'est là qu'est née la norme digne allemande et tout ce que nous appelons aujourd'hui la manie allemande du contrôle. Dans d'autres pays, on nous a souvent admirés pour notre précision et notre ordre, mais cette époque semble toucher à sa fin. Et il se pourrait que nous soyons maintenant dans une phase où nous commençons à sortir de cette peur terrible. Cela ne signifie pas que parfois nous ne polarisons pas encore tout en argumentant tout ce qui ressemble à un changement. Et les grands noms que tu as mentionnés ne sont en réalité que des noms qui représentent un certain changement qui s'annonce. Et là, l'Allemand prend peur et réagit par le rejet et parfois par la diffamation qu'il refuse et n'apprécie pas. Et alors, on a vite reconstruit l'image de l'ennemi et c'est plus simple pour le cerveau parce que ça redevient cohérent. Notre cerveau se sent bien quand tout s'accorde. La peur, au contraire, survient quand rien ne va ensemble. Et si on peut alors tout faire rentrer dans l'ordre en disant « celui-là est idiot » ou « il n'a pas toute sa tête » ou « c'est le mauvais chef »,
On retrouve un peu de cohérence mentale, ce qui permet d'avancer à nouveau dans ses propres complications. Il nous faudra encore un peu de temps pour sortir de ce schéma transmis depuis tant de générations. Quand on a trouvé une solution comme celle-ci, cette tentative de tout contrôler, on ne l'abandonne pas si facilement. Ça a pratiquement été une question de survie. Ce qui s'ancre dans le cerveau, ce n'est pas le problème, mais la solution, et celle-ci devient solidement ancrée. Et plus longtemps tu réussis en tant qu'Allemand avec tous tes systèmes de contrôle, plus les gens dans un tel pays croient que tout dépend du contrôle. Le changement devient alors naturellement incontrôlable, ce qui décourage l'engagement. Monsieur Hutter, je trouve votre raisonnement vraiment excellent. Avant, il y avait la religion, des valeurs, de genre, et on connaissait sa place. Aujourd'hui, on peut être ce qu'on veut. Et plus personne ne sait vraiment qui il est. Je vous demande, monsieur Hutter, cette autodétermination totale, être qui l'on veut, est-ce vraiment une libération ? Ou bien cela ne conduit-il pas à une confusion maximale et à un vide intérieur chez beaucoup de personnes ? C'est, si je suis tout à fait honnête, un signe que nous ne comprenons toujours pas comment nous fonctionnons. Et la recherche sur le cerveau ainsi que la psychologie ont déjà découvert il y a de nombreuses années qu'il existe quelque chose que l'être humain apporte déjà en venant au monde. Et c'est ce qu'ils appellent le soi authentique ou le vrai soi. Ce n'est pas encore verbalisable ni accessible cognitivement, c'était ton état à ta naissance. Et c'est un être sensible qui a naturellement des sentiments et qui trouve déjà des solutions aux problèmes, mais tout cela n'est pas encore au niveau cognitif. Et ce n'est que plus tard, à partir de 3 ans, en fait à partir du moment où un enfant commence à dire « c'est Gérard » quand l'enfant dit « je suis Gérard ». C'est là que cette construction du moi est apparue. Et c'est une construction cognitive que nous élaborons tous à partir des expériences que nous faisons dans le monde dans lequel nous grandissons. Les expériences sont différentes, c'est pourquoi ces constructions cognitives du moi sont également différentes. Et on peut, et c'est ce qui est particulier chez l'être humain, aucun animal ne peut le faire, nous pouvons nous persuader de toutes sortes de choses et les considérer comme vraies. Et il peut nous arriver, à cause de certaines expériences, par exemple le fait d'être constamment réprimandé. Si on ne fait pas les choses comme les autres le veulent, on peut en venir à penser qu'on développe une aversion envers les autres et qu'on fait justement tout de travers. On s'en sort car les autres deviennent désemparés, surtout les briseurs de schémas et ce type de personnes. On le fait davantage et, face aux autres, on progresse encore plus, puis on s'identifie à cette construction. Et on finit par s'y identifier. Nous pouvons maintenant réfléchir à tous ces concepts en citant un particulièrement étrange. Nous avons une sexualité, mais l'appartenance à un genre est une construction. En tant que garçon, je ne dois pas seulement constater que je suis un être masculin, mais je dois aussi décider de vouloir être un homme. Et on peut aussi choisir autre chose, on peut choisir tout ce qu'on veut, et c'est pourquoi il se crée des constructions du moi qui sont toutes très très diverses et qui se combattent ensuite les unes les autres. Et souvent ces personnes-là, et c'est là le point. Revenons à la question. Ils n'ont plus vraiment accès à ce soi authentique, parce que le soi authentique serait en grande partie le même chez tous les êtres humains. S'ils se rencontraient réellement au niveau de ce soi authentique, ils pourraient aussi se comprendre. Ils ne se rencontrent pas à ce niveau, mais à celui de leur construction cognitive. Et alors il n'y a plus que des pics, et chacun se bat pour que sa construction soit la seule correcte. Et cela crée une situation où il y a beaucoup d'incohérences dans le cerveau, où à la fin on ne sait même plus vraiment qui l'on est. Il y a un très beau livre à ce sujet. Qui suis-je? Et si oui, combien? C'est en quelque sorte la description de cette diversité de constructions cognitives que l'être humain peut développer au cours de sa vie individuelle. On peut avoir une construction puis une autre, cela peut changer.
Avec une telle construction, la guidance intérieure est mauvaise car elle dépend trop des circonstances. On se retrouve souvent avec une construction forgée à juste titre. Par exemple, dans ce monde, ce qui compte, c'est le pouvoir et l'influence. On peut partir sur cette idée, mais on voit vite que ce n'est pas réalisable et que c'est une construction bancale. On s'est embrouillé dans ses idées avec cette construction. Et cela demande alors beaucoup d'énergie, parce que c'est incohérent, ça ne correspond pas à soi-même, parfois ça ne correspond même plus au monde. Et alors, il serait important de modifier à nouveau cette construction cognitive, cette construction du moi, de la remettre en question. C'est très difficile. Les gens n'aiment pas abandonner les idées qu'ils ont sur eux-mêmes, car elles font partie de leur identité. Si on exige cela de quelqu'un, c'est comme si on lui demandait. C'est aussi ce que ressent l'autre. Il a l'impression qu'on lui demande de se couper un bras ou une jambe. Beaucoup de gens autour de moi confondent l'auto-optimisation et la quête de soi. En somme, ils suivent leur sommeil, leur pas et leur productivité pour atténuer ce sentiment de besoin. Je pense que c'est l'ironie de notre époque. Plus on cherche à s'améliorer, plus on s'éloigne de soi-même. Et on va faire ça tranquillement, étape par étape. Nous faisons tous l'expérience d'être réduits à un objet par d'autres personnes. C'est monnaie courante dans cette société. Si ce ne sont pas les parents, ce sera au plus tard un autre enfant qui nous le fera. Ou bien cela arrive à la maternelle avec les éducateurs, ou à l'école, ou pendant les études, à l'université ou au travail, ou partout où tu te trouves. Toute ta vie, tu risques d'être réduit à un objet par d'autres. Il faut donc trouver une solution. C'est un questionnement profond, intérieur, un profond doute intérieur. Je ne peux tout de même pas me résigner à enterrer maintenant mes besoins fondamentaux de connexion et de possibilité de m'exprimer moi-même. Je dois supporter d'être traité comme un objet, c'est pourquoi je cherche des solutions. Et une possibilité, c'est justement de foncer activement en avant et d'éliminer celui qui me traite comme un objet. C'est la guerre. L'autre variante que nous connaissons s'appelle « je me fais objet ». Donc si quelqu'un me dit « tu es trop nul en maths », je me dis « oui, c'est vrai, je suis nul en maths ». Et alors, il ne pourra revenir que le surlendemain pour me dire « tu es trop nul en maths ». Je lui dirai « je le sais déjà ». J'ai trouvé une solution et il est important que les solutions soient ancrées dans le cerveau. Et si maintenant des jeunes ou des personnes âgées, comme tu disais, passent toute la journée à ne s'occuper que de leur propre optimisation, alors ils se transforment eux-mêmes en objets de leur propre tentative d'optimisation. Formidable, c'est tout ce que je peux dire, le message est compris. Vous vivez dans une société où chacun réduit l'autre à un objet. Votre réponse consiste à vous objectiver de façon exemplaire. Voilà. Ensuite, ce sont de grands consommateurs de tous les produits nécessaires à l'auto-optimisation. Ainsi, eux ont encore atteint leur but. Ils voulaient seulement des consommateurs, soit des objets pour vendre et maximiser les profits. C'est triste de ne pas voir clair là-dedans. En fait, j'ai aussi eu une professeure d'art autrefois qui m'a dit en 3e « Désolé, avec toi ça ne marchera pas, tu es vraiment mauvais en art, c'est affreux ». Et elle m'a mis un 5 ou un 6 à l'époque. Je me suis convaincu de ne pas être artiste, car je manque de créativité. Parce que tu t'es identifié à ça. Exactement. Il m'a fallu des décennies pour m'en défaire. Je vais te raconter mon histoire. En 8e classe en RDA, notre professeur principal était aussi notre professeur de russe. Je crois que c'était Monsieur Kotz. Je me souviens encore du nom. C'est resté gravé si profondément. Et chaque élève était interrogé. Comment veux-tu continuer ici ? Et puis c'était mon tour. Et j'ai dit que je voulais aller au lycée, là-bas à l'école secondaire élargie. Et là, il a piqué une crise. Et Uther a dit, « Toi, au lycée, tu es bien trop bête pour ça. » Alors là, ça m'a tellement touché. Le faucon pèlerin est revenu, ça m'a vraiment touché. J'ai dit, « Ce connard, je vais lui montrer maintenant. » Avant cela, je n'avais vraiment pas fait d'effort. Puis je suis rentré chez moi et en un an, je me suis tellement amélioré que je suis devenu le meilleur de la classe et suis allé au lycée avec une moyenne de 1,0. Alors je lui ai montré, ça marche aussi. La question est de savoir d'où quelqu'un puise, dans un cas,
la force de ne pas prendre au sérieux une telle diffamation où il devient l'objet d'une évaluation négative, de s'élever au-dessus de cela et de le prouver à l'autre. Je suis revenu à ma propre subjectivité et je lui ai prouvé que ce qu'il disait sur moi était faux. Tu es l'une des rares personnes à transformer cette force positivement. La plupart réagissent d'abord de façon destructrice envers eux-mêmes et leur environnement. Il se peut que cela soit lié au fait que j'ai appris cela grâce au contact intense avec la nature. D'accord, ça vient de là. Je n'ai pas vraiment grandi dans des sociétés urbaines, en ville et tout ce qu'on y apprend, mais j'ai grandi avec des poules, des cochons, des sauterelles, des puces, des géris, des rouges-gorges et tout cela. D'une certaine manière, j'ai acquis, dès l'enfance, une compréhension des liens écologiques avec le lait maternel. Et je sais tout simplement comment la vie s'organise. Je le savais déjà à l'époque, à 5 ans. Et cela inclut aussi le fait que je sais qu'il y a parfois des situations où l'on se fait dévorer. J'ai aussi vu des moments où un prédateur en poursuivait un autre sans jamais l'attraper. On peut fuir ou se défendre. J'ai vu des rats qu'on tentait de capturer. Elles se sont mises sur le dos et ont sauté à environ 1 mètre de haut, mettant ainsi l'attaquant en fuite. Un si petit rat, je pense qu'il faut de l'expérience. Encore une fois, cette image intérieure, cette image de soi, quel genre de personne veux-je être? Est-ce que je veux être quelqu'un qui rentre la queue et se laisse écraser par les autres? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui garde sa subjectivité jusqu'au dernier moment et qui reste vigilant, qui ne se laisse pas enfermer ici et capturé par les opinions et les idées des autres? Et à ce moment-là, il est intéressant de se demander pourquoi, dans notre société actuelle, cette image de soi est presque devenue un tabou. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais savent-ils qui ils veulent devenir? Cette question, Simo ou moi-même, Gérard, où l'on se demande « Quel homme veux-tu vraiment être? Qu'est-ce que tu veux incarner sur cette terre? Pourquoi veux-tu être là ?» À quoi quelques personnes devraient-elles peut-être se souvenir plus tard, quand tu ne seras plus là? Il faut se poser cette question. Et si on ne se la pose jamais, sans raison de le faire, alors ça n'apparaîtra pas tout seul. Je pense qu'on devrait aider nos enfants, par exemple, en les aidant à trouver des figures avec lesquelles ils peuvent s'identifier. Va dans une librairie pour enfants et regarde les personnages proposés, tu verras. Ce ne sont que des monstres ou des personnages fantastiques. Il n'y a plus rien de réel. On ne peut pas s'identifier à ça en tant qu'enfant. Et on ne peut pas non plus s'identifier à Harry Potter parce qu'il pouvait faire de la magie. Dire que je voulais devenir comme Harry Potter n'aurait servi à rien car sa particularité était de faire de la magie, ce que je ne peux pas. Tu vois combien d'enfants cherchent un modèle sans en trouver, et nous, adultes, ne leur en offrons pas assez non plus. Ou alors ils vont dans une garderie. Aujourd'hui, il existe même des livres pour enfants avec 50 genres différents. Tu crois que cette fragmentation de la société est voulue, qu'on erre sans Dieu ni repère pour finir par suivre ces beaux parleurs? L'industrie pharmaceutique, alimentaire, etc. fait de nous des proies faciles pour ces gens. Je pense qu'ils ne font qu'en profiter. Je crois que ça s'organise tout seul, dans un monde où chacun a l'impression de ne pas être assez important. Il doit donc forcément se gonfler d'une façon ou d'une autre. Avec Internet et les médias numériques, il doit donc créer autour de lui la plus grande bulle possible. Il doit devenir influenceur ou quelque chose du genre, puis il peut exprimer et défendre son opinion, même agressivement. Certaines opinions sont si bien justifiées moralement qu'il est difficile de les contredire. Bien sûr, je trouve ça normal que les minorités ne soient pas discriminées, mais tout ce que je dois approuver là-dedans, ça devient compliqué. Je suis écrivain, j'aime la langue. Quand j'écris une phrase comme ça, c'est comme une composition, c'est de la musique. Personne ne me croit, mais je le ressens vraiment.
quand il y a un mot de trop ou que quelque chose ne va pas. Et maintenant, je devrais gâcher mon art que j'ai cultivé toute ma vie et qui a toujours été si important pour moi. Maintenant, je devrais le ruiner moi-même en utilisant un langage inclusif. Tout est fichu si je l'écris, plus besoin de continuer. Ça me gâche le plaisir d'écrire, ou alors je dois m'empêcher d'écrire jusqu'à ne plus en avoir envie. C'est triste, il faut y réfléchir. Je fais aussi partie d'une minorité. J'aimerais aussi avoir un droit à cela, je ne veux pas être jugé moralement parce que je n'y arrive pas aussi bien, c'est toujours différent, il faut regarder ça de plus près, et tout à coup, ça devient autre chose. Dans notre société actuelle où les tensions et incertitudes grandissent et où peu de choses soutiennent encore les gens, cela devient évident. Cela favorise la polarisation, chacun l'exprimant différemment. Ensuite, ils forment des petits groupes autour d'eux, de grandes communautés au final, et à un moment donné, ils se précipitent les uns contre les autres et s'entretuent. Nous avons créé ici une situation absurde. Et là, je ne peux que répéter, quand il y a autant de divisions dans une société, cela signifie simplement qu'il faut se demander ce qui unit réellement ces personnes. C'est là que ça devient intéressant. Je réalise que depuis longtemps, il ne reste presque rien qui unit les gens dans cette société occidentale. Ils veulent voyager, ils veulent être mobiles, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent réussir. Mais où est le ciment qui relie ces personnes aux autres? Et pas par la peur, car cela aussi, c'est la misère et la détresse. Quand une inondation ou une catastrophe quelconque survient, ils se serrent les coudes un court instant, mais une fois que tout est remis en ordre, chacun repart de son côté. C'est pourquoi il faut un tout autre ciment pour maintenir une société unie. C'est un lien intérieur, le fait d'apprécier les autres, de poursuivre ensemble une cause qui tient à cœur à chacun de la même manière. Où est-ce que cela existe? Avons-nous tout perdu? Il reste beaucoup de nettoyage à faire. Et je crois que c'est l'un des grands défauts qui fait qu'il y a tant de personnes qui sont devenues désorientées. Nous ne pouvons même plus offrir cette orientation à nos enfants. Donc, je résume très brièvement. Dehors, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'autorité morale. On ne peut pas faire confiance à la politique, aux médias, aux médecins, ni à cette industrie. Beaucoup de gens nous observent, totalement désorientés. Donne-nous 3 recommandations concrètes pour mieux se recentrer sur soi-même. Tu viens de citer la nature, qui est bien sûr essentielle. Quelles seraient tes autres recommandations pour simplement, d'une certaine manière, se reconnecter un peu plus à soi-même? Il faudrait éviter les généralisations et ne pas dire que tout le monde dehors est stupide. Bien sûr, c'est... Mais partout, il y a aussi quelques personnes vraiment formidables. Cherchez-les et observez bien, vous les verrez partout, pas seulement dans les universités ou sur les podiums. Et même dans les lieux de discussion, on ne les trouve pas forcément, mais plutôt dans les magasins de bricolage, en forêt, dans les crèches ou ailleurs. Alors, connecte-toi avec les gens auprès desquels tu sens que tu n'as pas besoin de te contorsionner. Ils sont d'abord en paix avec eux-mêmes et n'ont pas besoin d'utiliser les autres. On reconnaît tous ceux avec qui il ne faut pas se lier. On les reconnaît au fait qu'ils veulent toujours quelque chose. Ils veulent de la reconnaissance, de l'admiration, parfois même des choses matérielles. Tous ceux qui sont avides et veulent obtenir quelque chose, moi je partirai en courant. Oui, parce que ça ne peut pas bien finir. À moins que tu ne finisses comme ceux qui utilisent les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Je préfère les autres. Ceux qui sont en paix avec eux-mêmes, on en trouve rarement, mais ce sont ceux qui ont quelque chose à offrir. Ça ne leur fait rien, ils ne veulent rien, mais ils restent là sans s'imposer, car il n'est pas toujours nécessaire d'être le premier. Ils sont là, si tu demandes de l'aide, ils le font, et j'aime ça. Ce serait un bon choix pour commencer et trouver les bonnes personnes. Et puis bien sûr, la deuxième chose serait d'arrêter de râler sur tout ce qui se passe dehors. Je ne peux m'énerver que sur quelque chose qui peut aussi changer. On a déjà dit, tu ne peux changer que toi-même. Avec tes idées et convictions, tu peux encore faire une séance critique. Et puis la question décisive est, est-ce que je m'aime vraiment moi-même? Est-ce que je suis quelqu'un qui est heureux avec lui-même?
Alors, est-ce que je peux ressentir, est-ce que je peux sentir si ces besoins profonds que j'ai avec la façon dont je mène ma vie maintenant sont-ils satisfaits ou suis-je encore dans le besoin? Et alors, je fais à nouveau partie du groupe de ceux qui veulent obtenir quelque chose. Et alors, on dirait que je devrais essayer de satisfaire enfin ces besoins inassouvis. Et pour cela, il faut que je m'en occupe d'une manière ou d'une autre. Je dois essayer de les trouver, car ils sont profondément enfouis. Prenons un besoin commun à tous, la joie de vivre. Chez certains, c'est profondément enfoui. La joie de découvrir, le plaisir de créer. On peut concrétiser cette joie de danser, chanter. Tout cela est complètement enfoui chez beaucoup de gens, pour ainsi dire, à l'intérieur, mais c'est là, comme un réseau. Dans le cerveau, c'est encore là, mais on n'y a pas accès parce que c'est inhibé. Et puis, on peut essayer de rétablir le contact avec cette zone. Pour cela, il faut prendre un peu de temps et se demander, où sont donc ces besoins? Que voudrais-je faire pour me sentir bien? Ensuite, ton fort intérieur et ta voix authentique te diront ce qui est vraiment bon pour toi. Alors, bon sang, fais-le. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser et de tout quitter dans ta vie actuelle. Il s'agit simplement de toi. Tu peux rester dans une mauvaise relation si tu te sens bien, et il est même possible qu'elle guérisse. Tu peux, même dans un travail horrible où tu n'as que des idiots comme collègues, faire en sorte que tu te sentes bien. Les collègues peuvent alors disparaître, non pas en partant, mais en changeant soudainement. Tu es capable, partout, d'apporter un nouvel esprit, un nouveau sentiment et une nouvelle sensation dans le monde. Mais pas tant que tu es quelqu'un qui veut toujours obtenir quelque chose des autres, et c'est ce que tu es tant que tu restes dans le besoin, et tu resteras dans le besoin aussi longtemps que tu n'auras pas écouté et ressenti en toi-même quels besoins peuvent exister là, le cas échéant, que tu as en fait réprimé toute ta vie, et c'est pourquoi, comme on le dit en psychologie, tu t'es aliéné de toi-même, tu es devenu étranger à toi-même, tu fonctionnes sans vraiment vivre. Oui, et c'est justement ce point-là. Et quand on parvient à se libérer de ces complications, c'est un tel soulagement. Je le sais grâce aux nombreux entretiens que j'ai eus avec ceux qui y sont parvenus. C'est ressenti comme tellement libérateur et tellement heureux qu'ils disent ensuite, dans la phrase suivante, « Et là, d'où je viens maintenant, dans cette captivité de ma conception, je n'y retournerai jamais. » Ça veut dire que c'est durable, tu n'as pas besoin de 20 000 séances de thérapie, tu n'en as même pas besoin de 15. Si ça arrive une fois que quelqu'un dit « Oh, maintenant j'ai de nouveau ressenti ce contact avec moi-même », c'est parfois aussi très intense. Ils commencent alors à pleurer et ils tombent à genoux parce que c'est soudainement si fort. Mais s'ils refusent ensuite de le laisser partir, disant « Il est trop précieux pour moi », alors c'est une nouvelle vie qui commence et là quelque chose de tout à fait étrange se produit. Des personnes ont réprimé ce qui les rend vivants, leur joie de découvrir et de créer ensemble. Cela entraîne une paralysie sociale quand ils sont trop nombreux. Je crains que beaucoup d'adultes y soient déjà dans notre société, où ils sont certes encore vivants, c'est-à-dire qu'ils sont encore en vie, mais ils ne se sentent plus vraiment vivants. C'est une roue de hamster qu'ils font tourner. La vraie question, peut-on en sortir? Et là, il faut regarder d'un peu plus près. Bien sûr qu'on peut en sortir. On n'est pas obligé de courir toute sa vie sur les chemins qu'on a empruntés une fois ou sur les connexions neuronales qui se sont formées dans le cerveau. Il y a toujours une possibilité. C'est cette grande découverte de la neurobiologie que je cherche toujours à mettre en avant. Jusqu'à un âge avancé, tu peux encore tout remodeler là-haut. Ce n'est rien de figé, bien sûr, cela a tendance à se renforcer tout seul, et si on ne fait rien, on reste coincé dans ces schémas. On a 3 ou 4 autoroutes dans le cerveau, sur lesquelles on circule tout le temps, et où l'on rate chaque belle sortie. Tu abordes là beaucoup de points très importants. J'ai lu un jour que le mot tabou de 2021 était en fait la responsabilité individuelle. Et les politiciens le savent aussi, ils jouent parfaitement sur ce registre de la peur, écrivent le mot responsabilité individuelle 50 fois dans leur programme électoral.
Ils pensent ainsi redonner aux gens un peu d'autodétermination en diminuant leur impuissance. Tu as aussi mentionné ce conditionnement profondément ancré. Même avec la responsabilité individuelle, pourrais-tu juste appuyer sur un interrupteur ? Cela demande énormément de travail. Une fois le divin enfoui, il est très difficile de le retrouver. Mais les gens ne sont pas capables d'assumer cette responsabilité individuelle. Je le répète souvent ici sur la chaîne. Encore une fois, il s'agit d'une tromperie de la part des politiciens. Ils dictent quoi faire. Par exemple, porter un masque au début de la pandémie, puis continuer à le faire de façon responsable, ça devrait être une solution que j'ai trouvée moi-même, une solution trouvée par moi-même. Je devrais réaliser que c'est bien, puis la mettre de façon responsable. Mais je ne peux agir de façon autonome et responsable sur ce qu'on m'a imposé. Chers politiciens, ces appels répétés à la responsabilité individuelle cacheraient-ils quelque chose ? Exactement. Ne nous donnez-vous pas trop peu d'occasions de façonner quelque chose de façon autonome en tant que citoyens ? Nous sommes administrés, ce qui complique les choses. Gérés comme individus, nous ne nous percevons pas comme sujets, bien que nous le soyons. Mais j'espère que chacun regarde et que chacun peut se vivre dans sa propre subjectivité qu'il réalise. Je ne suis ni une voiture, ni un réfrigérateur, ou quoi que ce soit d'autre qu'on peut déplacer à volonté et remplir avec n'importe quel carburant ou n'importe quoi d'autre. Mais je suis un être humain vivant. Et en tant que sujet, je ne dois pas être traité comme un objet et tout ce qu'on m'impose. Là où quelqu'un fait de moi l'objet de ses attentes, de ses leçons, de ses jugements ou même de ses mesures, peu importe que ce soit à la maternelle, à la maison, à la maternelle, à l'école ou plus tard au travail, ou même de la part de la politique. Quand je deviens l'objet d'attentes, de leçons, de jugements et de mesures, je vis cela comme une blessure très profonde. Cela crée une grande incohérence mentale et je dois trouver une solution qui consiste à rétablir ma subjectivité. Certains tapent du poing sur la table et résistent, tandis que d'autres, moins forts, s'adaptent et se soumettent. Et ensuite, ils jouent l'objet, ils jouent leur rôle d'objet, et alors ils font cela et mettent les masques. Ce n'est pas une question de responsabilité, c'est une vie brisée. Ce qui fait maintenant ce que le supérieur veut parce que c'est de toute façon plus fort, c'est triste. Le système extérieur n'est pas facile à vaincre, il est très interconnecté et t'endort dans une sécurité supposée. Il existe de nombreuses illusions et beaucoup disent « oui, j'aimerais le faire ». Mais au final, j'ai ici beaucoup de frais courants, etc. Par exemple, j'ai vécu ma deuxième naissance quand je suis sorti du système, mais je l'ai préparé stratégiquement pendant très longtemps. Je ne suis pas parti sur un coup de tête, j'étais auparavant fonctionnaire avec un poste A15 dans une école. On ne fait pas ça juste en se levant, buvant un mauvais espresso et disant « je démissionne ». Il y avait vraiment énormément d'égarements, énormément de résistance en moi, jusqu'à ce que j'ai finalement le courage de sortir de là d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu dirais aux gens dehors qui ont l'impression d'être des objets, mais dont la vie est tellement enchaînée qu'il n'est pas si facile d'en sortir ? Honnêtement, il faut qu'on accepte d'arrêter de rendre le système responsable de quoi que ce soit. Ce n'est jamais un système, ce sont toujours des personnes, ce sont des êtres humains. Dans ce cas-là, si on se retrouve vraiment dans une situation où on se rend compte que ça ne peut pas continuer comme ça, toi à l'école, moi à mon travail, à l'université, il faut que je cherche les personnes qui ont causé cela là-bas. Je peux alors discuter avec ces personnes pour essayer de changer les choses, tout en gardant la deuxième chose à l'esprit. Je dois enfin me débarrasser de l'idée que je peux changer une autre personne, même si elle me paraît complètement stupide. Tout ça, ce sont tes illusions ? Tu crois que tu peux changer le système ? Non. Mauvaise adresse ? Tu crois que tu peux changer certaines personnes qui t'énervent particulièrement ? Non, tu sais quelle est la seule chose que tu peux changer, toi-même et la façon dont tu regardes les choses. C'est là que ça devient intéressant, car tu viens de le dire toi-même, tu étais impliqué dans toutes ces querelles avec ceux qui portent désormais le système, et tu as décidé pour toi-même que tu ne voulais plus faire ça. Tu as retrouvé ta subjectivité, et un autre mot pour la subjectivité que tu as retrouvée, c'est ta dignité.
C'était indigne de toi de continuer à te faire le larbin de ces gens et de faire quelque chose dont tu étais convaincu que c'était complètement inutile, ce genre d'enseignement dans ce genre d'école. Premièrement, essaie d'abord pendant une journée, ou peut-être seulement dans certaines situations au début, ne fais pas d'une autre personne l'objet de tes attentes, de tes leçons, de tes jugements ou même de tes interventions. Alors, brise ce schéma relationnel si omniprésent dans notre société. Montre-toi comme un sujet et montre à l'autre personne qu'elle est aussi un sujet. Ce sera déjà difficile, mais on atteint une vraie illumination, car se montrer soi-même pousse l'autre à en faire autant. Sauf si l'autre est complètement à côté de la plaque. Mais quand on se montre soi-même dans sa subjectivité, aussi dans sa détresse, dans ses défauts et dans ses besoins, alors l'autre ferait de même. Si je le faisais maintenant, vous diriez « D'accord, je comprends. Cela m'est aussi arrivé, mais j'ai un conseil, peut-être est-ce ça. » Et alors, j'ai à nouveau la possibilité de retrouver un peu de courage pour sortir de cette situation. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas la première chose. Nous devrions tous arrêter de faire des autres des objets. Il n'y aurait plus de guerre non plus. Les guerres n'existent que parce que je transforme l'autre être humain en objet. Nous pourrions simplement nous inviter à plus de bienveillance envers nous-mêmes. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Les personnes bienveillantes envers elles-mêmes vont de personnes dans le besoin, qui veulent toujours quelque chose, à des personnes qui ne se promènent plus avec des besoins inassouvis et qui peuvent donc offrir quelque chose. Ainsi, il y aurait aussi plus de dons dans le monde. Je pense que la troisième chose, c'est ce que nous avons déjà évoqué plus tôt, comme vous l'avez dit, l'intégration spirituelle, à propos de laquelle j'ai un peu tourné autour du pot. Je sais que le terme spiritualité est vite associé à l'ésotérisme et rejeté. C'est pourquoi je parle d'intégration à un ensemble plus vaste. Qu'on arrête enfin de se surestimer soi-même au point de croire qu'on est le centre du monde. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand, et ce n'est quand que nous le reconnaissons, non seulement intellectuellement, mais aussi avec le cœur. Cela pourrait changer ce que nous avons fait jusqu'à présent en tant qu'êtres humains sur cette terre. Alors nous pourrions devenir ceux qui veillent à ce que la vie puisse à nouveau s'épanouir dans toute sa diversité. Nous n'utiliserions plus la nature ni les êtres vivants à nos fins, ne les exploiterions plus ni ne compterions sur eux. Monsieur Uther, votre existence est un cadeau. Des personnes qui ne partagent pas seulement leur savoir, mais une sagesse intemporelle qui n'aborde pas les gens avec la peur, mais avec la confiance. Vos paroles touchent et donnent du courage. Merci, Monsieur Uther, au nom de ceux qui oublient souvent ce que signifie être vraiment humain. Je me sens totalement inspiré en ce moment, je cherche mes mots. Merci beaucoup de nous avoir permis d'avoir cette conversation. Merci beaucoup de nous avoir permis d'avoir cette conversation. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que vous resterez longtemps avec nous. J'ai hâte de notre prochaine conversation. Puis-je aussi dire quelque chose ? Ce que je fais là, je le fais parce que je suis quelqu'un de très ouvert et que j'y porte beaucoup d'intérêt. Je veux juste comprendre pourquoi nous agissons ainsi en tant qu'êtres humains. Mais tout cela ne servirait à rien si nous n'échangions pas avec d'autres qui ont trouvé des moyens et des solutions. Ce que quelqu'un comme moi ou d'autres a pu découvrir, le transmettre et le diffuser à d'autres personnes. Donc, sans eux, ce que je fais ne serait pas plus utile ou n'aurait pas plus d'impact. Enfin, chaque personne parmi vous qui nous a écoutés et regardés là-dehors. On peut dire, d'accord, c'était sympa et passer à autre chose ou tenter d'agir. Et ce serait le souhait que j'ai. J'avais dit, on a assez bavardé, il est temps que quelque chose se passe, mais ce que tout le monde raconte qui devrait arriver, ce n'est certainement pas ça qui compte vraiment. Dans ce sens, tout le meilleur. Merci à vous, merci à vous.